Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 28 juillet 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés où les investisseurs se tournent toujours, comme vous le savez, vers les résultats d'entreprise, mais surtout la réunion de la Fed qui est attendue ce soir à partir de 20 h. Hier, on a quand même eu Wall Street qui a terminé en baisse, alors que les investisseurs ont privilégié justement la prudence en amont de la publication après la clôture des résultats des principaux groupes technologiques américains et surtout du fameux communiqué de la Réserve fédérale qui doit tomber ce soir à partir de 20 h 30. En tout cas, on aura un discours de Jérôme Powell à 20 h 30. Autre élément incitant à la prudence, hier, la perspective toujours concernant les entreprises chinoises cotées à Wall Street, alors que celles-ci ont quand même poursuivi leur chute au cours de la séance sur fond de crainte que Pékin amplifie de nouveau ses mesures de régulation contre les firmes technologiques en Chine. Les investisseurs attendent donc maintenant l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed à la recherche de signes éventuels sur le calendrier du resserrement des mesures de soutien de la Banque centrale. Donc encore une fois, le fameux tapering. Ce matin, en Europe, les bourses sont plutôt orientées à la hausse dans l'attente des annonces justement de la Réserve fédérale, tandis que la saison des résultats d'entreprise bat son plein. Comme je vous le disais, la Fed annoncera sa décision monétaire à 20 h et son président Jérôme Powell s'exprimera peu après à 20 h 30. Les marchés n'attendent aucun changement politique. Ils seront néanmoins attentifs à toute indication concernant le niveau élevé de l'inflation, encore une fois, à savoir si elle est transitoire ou permanente. Pour la Fed, l'inflation est transitoire, mais l'inflation est là. Donc, cela pourrait la pousser à réduire son soutien au marché prématurément. Par ailleurs, ils sont aussi attentifs à la croissance de l'économie et les achats de titres sur les marchés, donc la réduction des achats de titres sur les marchés, ce qu'on appelle aussi le tapering. Au niveau de l'actualité des entreprises, grosse semaine pour le CAC 40, on a Capgemini qui grimpe après avoir revu et atteint ses objectifs financiers pour 2021. Le géant du luxe Kering progresse lui aussi après avoir quasiment doublé ses ventes au deuxième trimestre grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires et aussi à la bonne dynamique de Gucci. Et enfin, en tête du CAC 40, on a Renault, pareil, qui grimpe après que son partenaire Nissan a réduit sa perte d'exploitation au premier trimestre. Et j'ai oublié aussi d'évoquer les résultats des techs à Wall Street. C'est vrai que c'était après la clôture. On avait Apple, Microsoft, Alphabet et AMD. Des résultats excellents, surtout pour Alphabet. Vraiment, elle a explosé les attentes du consensus. Pareil, en fait, pour AMD, Apple, Microsoft, elles ont toutes battu le consensus. Donc, encore une fois, des résultats vraiment monstrueux. Toutefois, Apple est un peu pénalisé là en pré-market. J'observais que Apple cédait du terrain, étant donné qu'avec toujours le manque de visibilité lié à la pandémie de coronavirus, elle n'a pas établi de prévision pour les prochains trimestres. Donc forcément, malgré des résultats stratosphériques, les investisseurs se montrent plus prudents, ils aiment bien avoir de la visibilité, ils aiment bien que les entreprises se mouillent un peu et fassent des projections sur leurs bénéfices à venir et sur la croissance aussi à venir. Et donc, encore une fois, ce n'est pas la première fois que Apple fait le coup. Apple n'a pas voulu communiquer ses prévisions pour
les prochains trimestres. De ce fait, le titre cède un peu du terrain, mais dans l'ensemble, très clairement, on a des résultats très positifs pour l'instant sur l'ensemble du secteur de la tech. Maintenant, on va aussi surveiller les résultats d'Amazon jeudi soir en clôture. Justement, quand on parle de la tech, ici, voici l'indice Nasdaq, mais basé en Chine, le Nasdaq China Index, et nous sommes en chute libre. Comme vous le savez, Pékin amplifie ses mesures de régulation contre les firmes technologiques en Chine. De ce fait, les investisseurs, je ne dirais pas prennent leurs bénéfices, mais vendent en tout cas massivement les titres chinois. On se retrouve bientôt sous les niveaux lors du crack du Covid. Pour ma part, j'estime que malgré les répressions, les marchés sont peut-être un peu dans l'excès. Les marchés sont souvent dans l'excès. Généralement, on a des excès haussiers, mais aussi des excès baissiers. Les excès engendrent des excès, bien souvent. Néanmoins, j'ai quelques valeurs au sein du Nasdaq chinois qui vont m'intéresser, dont Baidu, Tencent et Alibaba. Malgré la répression, comme on a pu le voir avec les techs Apple, Facebook, AMD et Microsoft, vous avez pu voir qu'on a des résultats excellents. Donc, peut-être une opportunité, une fois que la tempête sera passée et que l'horizon sera dégagé, profiter des titres, j'ai envie de dire, soldés sur les marchés chinois, notamment pour Tencent, Alibaba et Baidu. Ce qui va m'intéresser surtout sur ces titres-là, c'est la publication qui arrive à la fin du mois et début août pour Alibaba. Donc à partir de là, on a très clairement un couteau qui tombe. Potentiellement, on va surveiller les résultats. Si les résultats rassurent, je pense très clairement qu'une opportunité d'investissement à moyen long terme sur ces titres un peu bradés, j'ai envie de dire, pourrait se présenter, très clairement. Là, on est vraiment dans la peur, le pessimisme. De ce fait, on va quand même attendre que le couteau se plante, voir les résultats, et après les résultats, tout dépend de votre profil de risque. Parfois, certains traders pourraient aussi en profiter, mais à moyen long terme, dans une optique vraiment d'investissement, je pense qu'on pourrait avoir une opportunité sur les trois titres Baidu, Tencent et Alibaba. Mais j'attendrai tout de même les résultats pour venir un peu contrebalancer les craintes et les mesures de régulation potentielles contre ces géants de la tech. Ici, c'est un graphique qui représente la dette aux États-Unis. La dette explose, la dette américaine par habitant augmente, atteignant le niveau actuel de 82 000 $ par habitant. Juste avant le Covid, on était à 69 000. La dette pose problème, mais pas maintenant, en fait. La dette, c'est un peu un débat sans fin. Difficile de se positionner et de savoir si, oui ou non, il va falloir résoudre ce problème de la dette. Certains estiment, on a un peu deux écoles, certains estiment qu'on peut financer sans problème cet endettement, qu'il n'y a pas besoin de prendre des mesures radicales, et d'autres, au contraire, disent que la dette devrait être portée par les banques centrales et donc être annulée. Pour le moment, tout va bien, j'ai envie de dire, mais dire que la dette ne pose pas de problème, c'est faux. Le jour où elle viendra gripper
véritablement les marchés financiers et l'économie mondiale, alors on aura véritablement un énorme problème vis-à-vis de la dette. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à chaque choc sur les marchés, on a quand même une forte accélération de la dette, que ce soit ici lors de l'éclatement de la bulle des dot-com dans les années 2000, accélération de la dette, alors qu'on était plutôt sur une phase de stabilisation, accélération de la dette, 2008, de nouveau, crise des subprimes, accélération de la dette, et Covid en 2020, accélération de la dette. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va poser problème, et si on ne trouve pas une solution assez rapidement, je plains les générations à venir qui vont devoir payer les pots cassés des générations actuelles. Très clairement, pour le moment, tout va bien, tant qu'elle ne pose pas de problème sur l'économie mondiale et sur les marchés financiers, mais le jour où la dette vient un peu gripper tous les rouages économiques, je pense que les dirigeants, les acteurs du marché et les grandes institutions devront se poser véritablement la question de savoir comment résoudre cet endettement pharaonique qu'on a actuellement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Côté graphique, direction le CAC 40, porté par les résultats d'entreprise ce matin. Bon, dans l'attente, bien entendu, du communiqué de la Fed ce soir, mais ça reste haussier selon moi. Donc, si pas de mauvaise surprise ce soir, je pense que le CAC devrait poursuivre son ascension. En données horaires, on est toujours dans un range. Juste ici, j'aime bien la cassure Tenkan Kijun qu'on a eu en données horaires. J'estime qu'on reste quand même toujours dans un range. On a tenté de franchir la borne haute juste ici, mais les prix sont encore maintenus en échec. Donc, à surveiller la cassure des 6588 points pour déclencher une nouvelle jambe de hausse en direction des 6550 et 6700. Mais en tout cas, je reste toujours haussier sur le CAC 40. Les acheteurs gardent la main, le CAC est bien orienté, fin de consolidation toujours à l'intérieur de son porte-voix, donc sortie par le haut, consolidation dans un range, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, ça reste haussier, donc il ne faudrait pas que la Fed vienne gâcher un peu la fête et déclencher un mouvement correctif sur l'ensemble des indices. En tout cas, pour l'heure, plutôt une stratégie haussière toujours, et je vise les 6650 et 6700 points. Pour moi, c'est l'objectif. Bien entendu, j'aimerais bien qu'on sorte par le haut de ce range, très clairement, pour accélérer vers de nouveaux sommets. Néanmoins, je ne vois pas de bougie baissière pour l'instant. Bien au contraire, on est plutôt dans une séance un peu flux. Donc à voir, porté par les résultats. Dans l'ensemble, les résultats sont plutôt bons aujourd'hui. On va encore avoir une pluie de résultats demain et vendredi. Donc très clairement, si les entreprises transforment l'essai, on devrait poursuivre cette ascension, comme je vous le disais, vers de nouveaux sommets. En tout cas, pour moi, objectif sur le CAC, je reste haussier, 6637, 6655, et un objectif final à 6700. Concernant le DAX, par contre, là, je suis un peu plus tiraillé. Je trouve que on est un peu au milieu de nulle part. Bon, je vise toujours un peu cette
accélération toujours sur la borne haute, couplée à la borne haute du canal haussier mensuel. Mais pour l'heure, on est vraiment dans un marché qui hésite entre un support, la résistance de la moyenne mobile 50. Bon, on manque un peu de visibilité, même si je me mets en données horaires. On est bloqué par la Kijun, par la MM200, la MM50 qui arrive en soutien. Bref, beaucoup d'hésitation sur l'indice allemand, pas beaucoup d'action, je trouve. Je suis neutre à court terme, très clairement. À moyen long terme, bien entendu, je vise toujours, j'espère, une rotation complète des prix pour aller chercher la borne haute, mais à court terme, là, très clairement, je ne pourrais pas vous proposer une stratégie trading en vous disant achat, stop là, pour aller chercher en haut. C'est un marché un peu capricieux, très clairement. On peut très bien retourner vers le bas, puis repartir, faire un peu ce scénario de porte de saloon que j'aime pas. De ce fait, je préfère rester à l'écart actuellement sur l'indice allemand qui, pour moi, est un peu mou, ne propose pas vraiment une stratégie claire. Là, c'est plutôt une analyse de moyen long terme où j'espère un retour sur la borne haute pour potentiellement essayer de travailler de nouveau ce niveau à la vente. Et là, j'ai beau basculer sur toutes les unités de temps, pareil, en données 4 heures horaires ou daily, on est bloqué par des gros niveaux, Tenkan, MM50, support. J'attendrai très clairement qu'on sorte un peu de cette zone de congestion pour avoir plus de visibilité pour les jours à venir. Le Dow Jones, même constat. On est sur résistance. Bon, les investisseurs sont suspendus aux lèvres de Jérôme Powell. On devra avoir une séance pas très animée, je pense, jusqu'à 20h, 20h30. On a eu une fausse cassure la veille, enfin l'avant-veille, lundi. Réintégré, finalement, la bougie flux n'est pas confirmée. On est sous résistance, on est toujours sous résistance, donc attendons le communiqué de la Fed ce soir. Pareil, évitons de prendre des positions sur les indices juste avant l'annonce d'une banque centrale, car cela peut faire décaler les marchés dans un sens comme dans l'autre. Plutôt neutre, très clairement, sur l'indice de Jones, on fera le point demain. Mais la stratégie reste la même, on est sur la borne haute du range, donc en cas de bonne news et qu'on pète les 35 100 points, je verrais bien une poursuite de la hausse en direction des 35 500, très clairement. Et à l'inverse, en cas de déception de la part de la Fed, eh bien, il faudra de nouveau mettre en place une stratégie ping-pong entre les deux bornes. Si on va sur les futurs, on est pile poil sur la borne haute du range. Passé vendeur, alors oui, on a eu un léger avalement baissier, mais passé vendeur alors qu'on a la Fed, non, ce n'est pas judicieux. Passé acheteur, pareil, on n'a pas cassé la borne haute du range, donc on fera le point demain, une fois que le marché aura bien digéré toutes les annonces de Jérôme Powell. Ça ne sert à rien de se précipiter en trading, bien au contraire, souvent, ça nous amène à faire des erreurs. Donc, sur les indices, dans l'ensemble, à part sur le CAC 40 où je suis plutôt haussier, je reste à l'écart et je préfère qu'on fasse le point demain, voilà, une fois qu'on aura eu toutes les annonces de la Fed ce soir. Concernant le Forex, c'est plutôt comment dire, pas haussier, mais c'est plutôt encourageant pour la suite. Même constat, hein. Le problème, c'est que
la Fed peut très bien, encore une fois, invalider les éléments techniques qu'on a eus lundi. Pour ma part, je reste haussier sur l'euro. Enfin, haussier. Je ne passe plus baissier, mais comme je vous le disais, suite à cet avalement, j'ai bien envie d'être acheteur sur l'euro-dollar pour viser les 1,1875. Maintenant, celles et ceux qui ont réussi à se positionner au plus bas, mettez un stop à break-even, car avec la Fed, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Et celles et ceux qui sont à l'achat ici, c'est vrai que c'est plus compliqué, étant donné que les prix n'ont pas eu le temps de progresser suffisamment pour se mettre à break-even. Donc, à vous de voir comment vous allez gérer votre position si vous êtes à l'achat juste avant la Fed. Bon, en tout cas, vous avez un stop loss. Reste toujours sur un niveau clé, la borne basse du range. Et compliqué de prendre une décision juste à quelques heures de la Fed. Comme je vous le disais, ça peut très bien partir dans un sens comme dans l'autre. Ne soyez pas trop exposé au dollar. Ma foi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est éviter d'être trop exposé sur les indices américains et au dollar, car ça pourrait, même si on n'attend pas de grandes annonces de la part de Jérôme Powell, mais sait-on jamais, évitons d'être trop exposé sur les paires en dollars et sur les indices américains, car en cas de mauvaise surprise, ça pourrait faire des dégâts. Mais d'un point de vue technique et des prix, l'euro-dollar me plaît bien, j'aime bien la sortie de range qu'on a eue, sortie de biseau aussi, l'avalement haussier. Donc je reste haussier, très clairement. Enfin, je passe haussier sur l'euro-dollar avec un objectif à 1,1875 puis 1,1950. Maintenant, advienne que pourra sur cette paire, on fera le point demain. Si on enfonce et qu'on casse les 1,17, la borne basse, bon, bah, direction les 1,1710, et puis là, on pourrait même aller chercher plus bas. Mais d'un point de vue de l'analyse technique, je ne peux pas être baissier, en fait, tout simplement. C'est juste pas possible. On est sur un niveau de support, on a un avalement, une sortie de biseau, c'est juste pas possible d'être baissier. Maintenant, on verra si la Fed me donne raison ou pas ce soir. NZD-USD toujours, hein, je reviens dessus, mais ça sent la fausse réintégration. Je suis pas convaincu de la réintégration du range, on est toujours sous la Kijun, donc pareil, encore une fois, tout dépend de comment a été placé votre stop. Parallèle, on avait cet oblique qu'on est venu taper juste ici. Donc tant qu'on reste sous l'oblique, pour moi le plan n'est pas invalidé. Certains ont peut-être dû effectuer une vente ici. Tout dépend encore une fois de où était placé le stop. Normalement, si le stop est placé, comme le veut les règles de l'analyse technique, au milieu du range, vous êtes encore dedans. Certains se sont peut-être fait une frayeur, je pense, mais logiquement, si on prend le niveau des 50, voilà, à quelques pips près. Mais vous êtes toujours dedans et je sens cette paire un peu fragile. Attendons de voir aussi, puisque c'est du dollar, donc ça va être impacté par la Fed ce soir. Mais j'ai le sentiment que je ne suis pas convaincu par cette réintégration. J'ai le sentiment que le marché pourra aller de nouveau chercher, enfin, enfoncer la borne basse de son range pour aller chercher le niveau de support. Donc, celles et ceux qui ne sont pas à la vente, eh bien, à surveiller cette paire ce soir, surveiller la clôture, et si de nouveau on effectue une clôture vers les 0,6910, eh bien, stratégie vendeuse avec un stop loss au-dessus de l'oblique pour toujours aller viser les 0,6788 et en TP2, ce sera la borne basse du canal baissier.
mais cette paire m'intéresse toujours et je suis pas convaincu, comme je vous le disais, de la réintégration. J'ai l'impression qu'on a eu un bear trap, fausse réintégration pour sortir un peu les stops un peu proches. Mais derrière, les acheteurs n'arrivent pas en tout cas à confirmer le rebond. Là, on est sur un niveau clé, donc 6 cassures pour moi, cette fois-ci, ce sera la bonne. Et il faudra aller chercher les 0,678, puis la borne basse du canal. Pour terminer, l'AUD NZD, qui pour moi reste le plan de la semaine, l'avalement est validé, avalement haussier, la divergence est validée elle aussi. Ainsi, je passe haussier sur cette paire pour aller chercher 38,2 et 50% de Fibonacci. Pour rappel, on est toujours dans la zone mensuelle, juste ici. En plus, on a un beau plat qui jaune, mais on est dans une très belle zone mensuelle. De prix. Une fois qu'on est venu, que le marché est venu taper sa zone quasiment avalement divergence haussière, de ce fait, je ne passe pas vendeur sur un tel niveau, sur une telle zone. Mince. Mais plutôt à l'achat. Donc, en données 4 heures, on tente de percer le nuage, on est au-dessus de la MM50, au-dessus de la Kijun. Ce serait bien de confirmer un peu qu'on arrive vraiment à percer au-dessus, mais je crois en un rebond technique, voire une reprise haussière. Donc un stop loss placé sous les plus bas, dans la zone, un peu juste sous la zone ici, pour viser, comme toujours, le niveau 38,2, puis 50%. Venir chercher les 1,0665 sur cette paire. Voilà mon plan de trading de la semaine concernant le Forex. Le gold. Encore une fois, il ne se passe rien. Je ne vais pas revenir dessus. Vous connaissez les niveaux qui n'ont pas changé, les obstacles, que ce soit, ça va être court le gold, mais voilà. Les obstacles n'ont pas changé. Tenkan, MM, zone 1790, Plaquette June Weekly. En données daily, c'est exactement la même chose, toujours la zone, le plat Kijun Daily, MM200, MM50, et en données 4 heures, on est complètement bloqué par MM50, MM200, on est dans un range, mais c'est un range qui est complètement larvé, on n'arrive même pas à faire des belles rotations, on a des chandeliers un peu de retournement sur la borne basse, mais ça prend pas. Donc, passez votre chemin. Très clairement, c'est pas du tout l'actif où il y avait de l'action, c'est pas du tout l'actif qu'il fallait trader cette semaine. Il se passe absolument rien. On attendra un retour sur les gros niveaux et, je l'accorde, la Fed pourrait elle aussi de nouveau créer un peu de volatilité sur le gold ce soir. Mais sinon, c'est pas du tout un actif qu'il fallait trader cette semaine. Bien au contraire, c'est plutôt un actif compliqué à trader avec pas mal de portes de saloon. Donc, passez votre chemin, allez sur des actifs où il y a du flux et de l'action. On fera le point demain si on enfonce les 1790 ou au contraire, on a une belle bougie flux haussière suite aux annonces de la Fed. Le Brent, toujours haussier, objectif quasiment atteint. Pour ma part, je suis neutre aussi sur le pétrole. Enfin, on s'inscrit toujours au sein d'un rebond neutre car je n'ai pas de plan de trading à vous
proposer si c'était juste en fin de semaine, celui avec la cassure Tenkan Kijun et même moyenne mobile 50 pour viser les 61,8 et en TP2 les 75,60. Mais sinon, très clairement, passer acheteur ici sous une résistance, c'est pas terrible. Vendeur, on n'a aucun signal de retournement, c'est pas bon non plus. Dans ce cas, on va attendre un retour sur une grosse zone ou un niveau clé. Pour ma part, le niveau qui m'intéresse, ça reste toujours cette fameuse oblique de long terme et le niveau des 75-60. J'aimerais bien qu'on revienne un peu dans cette grosse zone ici, là, qu'on revienne taper cette belle zone. Et ici, je m'intéresserai une nouvelle fois au pétrole pour tenter une vente, tant qu'on n'a pas franchi à la hausse cette oblique. Mais pour l'heure, c'est haussier, donc ne faites rien de stupide, j'ai envie de dire, sur le pétrole. Ne passez pas vendeur maintenant, c'est trop tôt, très clairement. Il faut se montrer patient et acheteur non plus, car le rebond est déjà bien enclenché, donc c'est trop tard. Voilà. Potentiellement, c'était possible de rentrer ici, mais là, j'estime que la hausse me semble limitée maintenant qu'on arrive proche des 75-60 et de l'oblique. Donc, la semaine prochaine, on surveillera surtout voilà, cette grosse zone de prix ici qui devrait m'intéresser pour de nouveau essayer de repartir à la vente. Mais sinon, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, portés toujours par la Tenkan, aucun signal de retournement vendeur, ça reste haussier, les acheteurs gardent la main toujours au sein de ce rebond, tout court. Le light, c'est exactement la même chose, mais toujours prisonnier entre 61,8 et 50%. Alors là, ce qui va m'intéresser en revanche sur le light, quand même regarder la bougie en données. C'est des bougies d'indécision, hein, très clairement. Là, ici, des doji, on est dans des bougies d'indécision, mais impossible d'être vendeur sous les 71,50 avec Kijun et même 50 en soutien. Là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, suicidaire, passer vendeur ici maintenant. Le niveau est beaucoup trop fort, en fait. Le niveau de support est bien trop puissant. Et tant qu'il n'est pas enfoncé, aucune raison de s'affoler et passer vendeur. Moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est en donner 4 heures et ce range de consolidation qu'on a un peu entre nos deux zones. Je vais enlever l'Ishimoku. Mais là, on a un beau range 4 heures entre 61,8 et les 50%. Donc, accélération haussière, consolidation et éventuellement, si on casse les 61,8, comme sur le Brent, qui a déjà amorcé un rebond plus puissant que sur le light, qui est déjà au niveau de sa résistance ici. Ainsi, si on franchit la hausse ce niveau des 61,8, alors pourquoi pas avec un stop loss au milieu du range ou sous les plus bas des 50, à vous de voir, eh bien se positionner à l'achat pour aller chercher la résistance suivante des 74,70. Voilà un plan que j'ai actuellement sur le light. Pour l'instant, phase de trading range et de ping-pong, donc laissons faire le marché dans l'attente de prochaines opportunités. Les cryptos, avec le Bitcoin, il faut se montrer patient. Encore une fois, vous voyez, hein, pas d'inquiétude. J'étais toujours pas passé vendeur sur la borne haute de ce range, malgré les annonces faites par Amazon, comme quoi ils avaient démenti l'article par un journal qui disait que Amazon pourrait lancer des paiements en Bitcoin d'ici la fin de l'année ou même lancer sa propre crypto. Toutefois, Amazon s'intéresse très clairement aux crypto-monnaies. Mais c'est aussi, on empile toujours des bougies vertes, donc aucune raison de paniquer. On ne va pas non plus être euphorique, mais là, pas de signal de retournement.
on devait prendre des bénéfices en soi, car c'est logique, après une hausse de quasiment 37%, 36%. Forcément, quand même, il ne faut pas être trop cupide, on prend des bénéfices, mais on garde un reliquat dans l'espoir de sortir par le haut de ce range et d'avoir une super performance de 70% si on va chercher l'objectif théorique. Pour l'heure, ça reste haussier. Comme je vous le disais, celles et ceux qui sont entrés sur la bande basse du range, eh bien, ont pris quelques bénéfices, ont remonté leur stop, peuvent même mettre un stop win. Très clairement, vous pouvez même remonter votre stop win jusqu'ici, au niveau du milieu du range, 35 600, comme ça. Pas d'inquiétude, pas de stress, un trading zen. Et ensuite, on surveille la cassure. Et pour les retardataires, effectivement, je pense qu'il y aura la possibilité de rentrer sur la cassure du range par le haut, avec un stop loss au milieu pour aller chercher TP1 44 850, TP2 50 500, et après c'est reprise en U du BTC. Voilà le plan sur le BTC. Pour l'heure, on est sur la borne haute du range, mais pas de chandelier de retournement. On reteste une nouvelle fois, donc pas d'inquiétude. On va surveiller tranquillement, comme le lait sur le feu, l'évolution des prix proche de ce niveau clé. L'Ethereum, c'est la même chose. Pareil, on retourne sur la borne haute du range, donc le scénario est exactement le même que sur le BTC. Celles et ceux positionnés à l'achat sur la borne basse, eh bien, sourient, remontent leur stop et ont déjà pris quelques bénéfices, attendent le franchissement pour aller chercher 2545 puis 2900. J'espère qu'on n'aura pas de nouveau une phase de ping-pong, donc de trading range, mais pour l'heure, je n'observe aucun chandelier de retournement. Donc, on va encore prendre un peu son mal en patience et surveiller une nouvelle fois la réaction des prix. En cas de cassure au-dessus de 2400 en clôture, dans ce cas-là, les retardataires pourront une nouvelle fois se positionner sur l'Ethereum avec un stop loss au milieu du range pour jouer ce double creux pour aller chercher les différents objectifs, dont l'objectif final autour des 3000 $. Enfin, d'habitude, je n'en parle pas, mais ce matin, elle m'intéresse, du moins il m'intéresse, c'est Ripple, la crypto-monnaie Ripple. On a eu une bonne news ce matin aussi concernant Ripple. Et pareil, en fait, on a beaucoup de cryptos qui forment des ranges, voire des doubles creux. Donc là, j'ai bien envie de surveiller la clôture, mais j'aime bien la dynamique que prend Ripple. On prend quand même, bon, on prenait quasiment 15% ce matin. Là, on cède un peu du terrain, pas de beaucoup, mais voilà, j'aime bien la dynamique. Reprise, pareil, potentiellement U, double creux. Et là, on est en train de sortir par le haut. Donc derrière, si c'est validé pour Ripple, je vise 0,9240. Bon, après, comme vous le savez, Ripple est au cœur d'une bataille judiciaire avec la SEC. Donc, il faudra aussi surveiller les prochaines étapes clés du procès pour savoir si on a quelques opportunités d'investissement si le vent tourne à la faveur de Ripple derrière. Effectivement, si Ripple gagne son procès, je pense que le jeton devrait exploser à la hausse. Mais pour l'heure, on a quelques news flow, des partenariats. Ripple continue de se développer quand même. Mais là, je parle plus d'un point de vue trading. Je ne suis pas en mode investissement. Là, d'un point de vue trading, ça m'intéresse. Double creux, sorti par la borne, cassure de la ligne de coup. Pareil, un stop loss au milieu. On attend confirmation en clôture. Et je vise 0,9240 sur le XRP. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades. Soyez notamment prudents avec les annonces de la Fed ce soir. Ne soyez pas trop exposés sur les paires en dollars, mais aussi sur les indices. Et on fera donc le point demain lors du prochain briefing. Sur ce, prenez soin de vous.